pour les biens et les idées. Les marchands prennent la mer vers l'ouest afin de conquérir de nouveaux marchés. Les routes de l'Est qui conduisaient jusque-là au golfe Persique disparaissent presque complètement. Désormais, le commerce maritime prospère, approvisionnant la lointaine Europe en matières premières. Grâce à leur pouvoir d'achat élevé, les rois minoens en Crète constituent une clientèle de choix. Pour acheminer ses biens dans un port, il faut passer par Catna. La ville devient très vite une grande métropole marchande. Dans le Karoum, le quartier commerçant, les produits précieux s'écoulent facilement. Bois de cèdre et étoffes pourpres du Liban, épices exotiques d'Asie, herbes fines et encens odorants d'Arabie, cuivre de Chypre ou encore argent forgé et or pur d'Anatolie. Catna brille aussi par son offre exclusive. On peut y acheter de superbes chevaux provenant des écuries royales. Trop chers pour servir d'animaux de rente, ils sont recherchés dans de nombreux pays méditerranéens comme produits de luxe. Ainsi, le marché de Catna nous montre que le commerce international fleurit dès l'Antiquité. Les civilisations de l'Orient ancien ont imprégné tout le bassin méditerranéen. Cela explique non seulement l'essor des civilisations égéennes et minoennes, mais aussi les contacts culturels étroits entre la mer Égée et la Syrie, comme le montrent nos découvertes à Catna. En voici un exemple spectaculaire qui se cache sous la poussière. Des fragments d'un mur empisé. Ces morceaux de crépi se trouvaient au fond d'une citerne asséchée, non loin du palais. Le sujet se précise peu à peu. Il s'agit d'une tortue. D'autres pièces représentent des spirales, motifs caractéristiques de la culture minoenne. L'ensemble fait partie d'une immense peinture murale. Les experts sont unanimes sur ce point. Les Syriens ont-ils imité le style crétois ou le roi de Catna a-t-il fait venir à sa cour des artistes minoens? Une chose est sûre, les deux royaumes entretenaient d'étroites relations. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle Peter Pfälzner et son équipe attachent autant d'importance aux recherches. Pour la première fois depuis le début des fouilles, les scientifiques ont sous leurs yeux une preuve concrète de l'aménagement somptueux du palais. Il faut d'abord rassembler les 3000 fragments des représentations colorées comme un puzzle. Toutes les pièces sont enregistrées dans une banque de données, prêtes en un clic de souris. La célèbre frise ornementale du palais de Knossos. C'est là qu'est né le style minoen, copié pendant des siècles par d'autres artistes. Le modèle de Catna correspond dans les moindres détails à l'original de Crète, car les motifs minoens passaient pour très élégants dans l'Orient ancien. Ils étaient signes de bon goût, et les monarques en faisaient recouvrir les murs de leur demeure. L'examen des experts est probant. Les motifs, la technique et les couleurs sont à peine différents du modèle. Le rouge, si typique du style minoen, est particulièrement convaincant, même dans les nuances. Autrement dit, où les Minoens ont transmis leur savoir-faire aux peintres de Catna, où ils ont créé eux-mêmes ces chefs-d'œuvre pour le compte du roi. Une question qui ne trouvera sans doute jamais de réponse. Quant aux tablettes d'argile, le mystère est élucidé. Le philologue Thomas Richter a pu identifier les passages obscurs. Ils sont écrits en hourite, une langue dont on ne connaissait guère que le nom jusqu'ici. Les mots hourite étaient passés dans la langue courante, comme aujourd'hui les anglicismes en français. Pour trouver le sens de ces termes, Richter les étudie dans différents contextes.
Les inscriptions évoquent la vie à Qatna, sa richesse légendaire, ses manufactures de tapis et ses forges où des centaines d'artisans travaillaient pour le souverain. Un document témoigne de la fortune d'une dame à la cour. Elle possède 200 couteaux en or pur et des couverts en lapis. Les rois étendent habilement leur pouvoir politique. Ishiadou, qui règne au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, entre dans l'histoire comme un brillant diplomate. Il maîtrise parfaitement la stratégie du donnant-donnant avec ses collègues des cités voisines. En tant que magistrat, les souverains de Qatna décident même du sort de quelques territoires sur le littoral méditerranéen. En habile tacticien, Ishiadou marie sa fille Beltoum au roi de Mari. La malheureuse femme se plaint dans des lettres amères. Ses griefs ne concernent pas son époux, qu'elle n'aime pas, mais l'aménagement de sa nouvelle demeure, qui n'est pas conforme à son rang. À cette époque déjà, la politique matrimoniale exige son tribut. Au XVIIe et XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, Qatna était une des premières puissances de l'Orient ancien, rivalisant avec les grands États de Mésopotamie et d'Anatolie. Curieusement, Qatna a conservé son poids économique jusqu'au XIVe siècle, comme en témoignent nos textes cunéiformes. Et pas seulement les textes, mais aussi le nouveau plan. C'est sur cette base qu'architectes et spécialistes de la 3D veulent reconstituer le palais de Qatna. Pour la salle du trône et les pièces annexes, ils s'inspirent du site de Mari. Il est construit exactement comme celui de Qatna et, qui plus est, bien étudié. Voyage virtuel dans l'Antiquité. L'ordinateur fait office de guide. Les colonnes de 15 mètres en bois de cèdre dominent la grande salle d'audience avec le feu cérémoniel au milieu. Elles supportent la toiture. À l'extrémité nord-est, les prêtres entretenaient un lieu de culte. C'est du moins ce qu'en déduisent les archéologues d'après les pièces découvertes à cet endroit. La salle du trône se trouve derrière un somptueux portail. C'est là que le roi réglait les affaires politiques. Juste à côté, une seconde salle du trône, encore plus grande. Mais la véritable surprise, c'est qu'elle a une porte de sortie. Et derrière, un escalier. Il conduit au long corridor où les tablettes d'argile ont été retrouvées. Felsner découvre des traces de panneaux de porte sur les parois latérales. Et ce, à plusieurs endroits. Un peu plus loin, des cavités destinées à loger des poutres. Le couloir devait être souterrain. Il descend en pente douce sur 40 mètres. Mais jusqu'où va-t-il ? Automne 2002. Quelques jours avant la fin des fouilles. Mètre après mètre, les ouvriers avancent dans le corridor. Soudain, la pente devient plus raide. Les hommes se mettent aussitôt à déblayer la terre. Elle est facile à transporter. Le terrain s'ouvre sur une surface en forme de demi-lune. Il semblerait qu'on soit au bout du couloir. Les ouvriers trouvent un petit fermoir en or, mais l'un d'eux sent que ce ne sera pas la seule découverte. Oui, j'en rêve. C'est toujours comme ça quand je travaille sur des fouilles. La nuit, je rêve que j'ai trouvé quelque chose. Les hommes travaillent d'arrache-pied sous une chaleur étouffante. La terre finit par céder. Suleiman jette un premier coup d'œil. Il découvre une cavité, mais il ne peut rien voir de plus. Il faut continuer à creuser. L'ouvrier ne lâche pas prise. Il sait qu'il a raison. Normalement, je ne crois pas à ce genre de prédiction, mais en même temps, il est souvent arrivé à Suleiman de sentir une découverte. Il a du flair.
Il décide d'aller voir cela de plus près. Total weit rein, es geht echt irre tief. Da ist ein Sarkophag drin. Da ist echt ein Sarkophag drin, da links in der Ecke. Links in der Ecke. Siehst du den? Siehst du den? Da. Ja, ein Sarkophag. Ein Sarkophag. Das kann nicht sein. Nein. Ja, das geht rechts noch mal so weit, wie es gerade aussieht. Nein. Unter dem Korridor. Ja, das geht hier. Hoppa. Meine Güte. La chance est avec eux. Une tête en basalte près de l'entrée de la chambre funéraire. Il la retire délicatement du sable. Die Schulter. Die Schulter. Un peu plus loin, une autre tête. Deux grandes statues. Elles mesurent un peu plus d'1 mètre. Elles sont assises sur un trône en forme de tabouret et portent un manteau à bord épais. Une représentation typique que l'on trouve sur les sceaux. Elles tiennent une coupe plate à la main pour recevoir les offrandes. Ces imposantes statues sont des portraits de rois. D'une part, nous savons que l'accès à la chambre funéraire se fait par la salle du trône. D'autre part, nous voyons que 2 statues de rois se trouvent près de l'entrée de la chambre funéraire. Bref, il s'agit forcément des tombes royales de Qatna. Et si elles n'ont pas été violées, comme beaucoup d'éléments nous le font penser, ce serait une première en Syrie. Depuis le grand incendie de Qatna, la chambre était ensevelie sous les décombres. Et pendant 4000 ans, espère-t-on, personne n'y est entré. Mais les scientifiques doivent se montrer encore patients avant d'aller plus loin, car un ennemi sournois les guette, la moisissure. Depuis qu'on a installé un conduit d'aération, la chambre funéraire n'est plus sécurisée. C'est pourquoi des hommes montent la garde la nuit. Le 23 novembre 2002, peu de temps avant d'explorer la tombe. Les morceaux de pierre dans l'entrée intriguent les hommes et font naître des doutes. Ne seraient-ils pas les premiers? Il est clair que la tombe était ouverte. À l'intérieur, il y a des pierres, des briques qui sont tombées d'en haut. Mais cela ne signifie pas que l'ouverture a été colmatée. Pas de colmatage en bonne et due forme. Dans le caveau, c'est le chaos. Derrière, dans le coin, un sarcophage sans couvercle. Le sol est jonché de débris de pierre. Mais les chercheurs ont très vite une autre impression. Oui, il y a une inscription dessus. Fils de Ré, roi de la haute et de la basse Égypte. Le titre du pharaon, Amenemhat III, sur un vase d'albâtre. Protégé contre les spores de moisissure toxiques, Felsner et son équipe découvrent quantité d'objets précieux parmi les débris et les gravats. Tard décisive pour comprendre le culte. Pour les chercheurs, la tombe est une mine d'informations. En regardant de plus près, on aperçoit une perle, à peine identifiable et recouverte de terre. Et là, devant, une pointe De combat et de chasse. Elle faisait sans doute partie d'un carquois. Une rosette en lapis, en cornaline et en or. Une fois restauré, le bijou filigrané déploie toute sa beauté. Une médaille en métal jaune représentant une couronne de rapace.
Elle ornait l'habit d'un roi au 2e millénaire avant Jésus-Christ. Des pilleurs n'auraient laissé aucun de ces trésors, surtout pas le couple de Cana. Cette fine armoire a une petite boîte à maquillage. Le bec et les... Plus discrète, mais non moins précieuse, cette baguette en ivoire. Ce sont les restes d'un sceptre, emblème du pouvoir royal. Les archéologues inspectent... Rien n'a été volé dans cette chambre. Non, derrière la pierre. Quelques... Ils constatent alors qu'en plus des ossements des morts, le cercueil renferme des os d'animaux. Un chaos incroyable. Jusqu'ici, nous n'avons que peu de documents sur les cérémonies funéraires syriennes. Ensuite, les fesses oiseaux trouvent des indices sur le culte. Sur le catafalque, ils trouvent également un enchevêtrement de végétaux ainsi que des ferrures bronze oxydées. Ils approchent enfin du but. Sous le microscope, un simple lambeau se révèle très éloquent. Ce morceau de laine bleu-violacé provient sans doute d'un habit royal. La découverte d'une superbe chaîne en or, sertie de pierres précieuses, met fin aux recherches. Il s'agit de l'accessoire ornemental d'un souverain. Voici la thèse des chercheurs. Le corps a été déposé dans un cercueil en bois orné de ferrures. Il était enveloppé dans un drap fin. Le mort portait une chaîne autour de la hanche. Si la chambre funéraire a été utilisée jusqu'à la destruction du palais, elle pourrait bien abriter un des derniers monarques de Qatna. Peter Pfälzner et l'anthropologue Carsten Witzel réussissent l'impossible. Identifier la position du corps à partir de quelques fragments conservés. À partir de l'articulation du bras, on peut suivre la zone plus sombre jusqu'ici. Et en bas, là où se trouve le triangle jaune, on a l'articulation d'un os de la paume de la main. Qu'est-ce qu'on peut en déduire sur la position du mort? Si on se base sur la position de la cuisse, je dirais que le mort était étendu sur le côté droit et qu'il avait les jambes légèrement repliées. Il était donc au bord du cercueil. Oui. Voilà une position inhabituelle. Certes, le cercueil aurait pu renfermer un deuxième corps, mais rien n'indique l'inhumation d'un couple. Expertise en Allemagne. Witzel a fait prélever des échantillons d'os. Il veut déterminer le sexe du cadavre au laboratoire. Les trabécules, un réseau de structures très fines au centre de l'os, sont endommagées et de couleur brune. Elles se sont même en partie décomposées. Ce sont là les symptômes d'une ostéoporose, une maladie qui fait disparaître la masse osseuse. Ce sont surtout les femmes de plus de 50 ans qui en souffrent. Le corps qui se trouve dans la tombe royale de Qatna est donc de sexe féminin. Pourtant, les sources historiques ne font pas état d'une reine. Ainsi, les souverains n'étaient pas seuls dans le caveau. Ils reposaient aux côtés de leurs proches. L'assemblage des restes de squelettes est une entreprise difficile. Carsten Witzel tente de classer les os par groupe anatomique afin de déterminer le nombre, l'âge et le sexe des corps. Conclusion, un homme, une femme et 2 adolescents reposaient dans les 2 sarcophages. De plus, l'Allemand a retrouvé les ossements d'au moins 12 autres membres de la cour dans les chambres funéraires. Viennent-ils tous d'un même clan? Les soupçons se confirment lorsque Witzel analyse les fragments du crâne d'un garçon. À sa mort, les sutures de son occiput
s'étaient déjà soudées, ce qui est prématuré pour son âge. Résultat, le crâne se développe en longueur et une scaphocéphalie se forme. Le cerveau en garde des séquelles toute la vie. Le sujet n'atteint pas un âge avancé. La cause en est une défaillance génétique. Cette maladie héréditaire apparaît surtout chez les dynasties qui pratiquent le mariage consanguin de génération en génération. Le tombeau royal de Qatna est bel et bien un caveau familial, où même le sarcophage est collectif et les morts ne restent pas seuls longtemps. À la nouvelle lune, les vivants rendent visite à leurs ancêtres afin d'honorer leur mémoire et d'organiser pour eux-mêmes un grand festin comme l'exige la religion. Le roi préside toujours les festivités et partage le pain et la viande avec les siens. Cette cérémonie s'appelle le Kispoum dans l'Orient ancien. 4000 ans plus tard, des microtraces nous informent sur le menu des souverains de Qatna. Le professeur Richard Evershed de l'Université de Bristol en Angleterre étudie des centaines d'échantillons prélevés dans la chambre funéraire. Le chimiste filtre toutes les petites substances organiques sur les parois intérieures des cruches et les identifie par un long procédé. La technique dite de l'empreinte moléculaire donne des renseignements précis sur la composition des matières et par là même sur les repas et les boissons. On peut utiliser la poterie comme une sorte de capsule témoin. Les assiettes et les cruches de cette époque n'étaient pas vernies. Elles agissaient donc comme du papier buvard et absorbaient les molécules qui ont pu se conserver ainsi pendant des millénaires. À présent, on peut les redécouvrir et dire exactement ce qui était stocké dans ces récipients. Résultat de l'analyse, des graisses animales, des restes d'acide et des particules de couleur, sans doute du lait et du vin. Ce sont là de précieuses provisions pour le voyage difficile vers le monde de l'au-delà. Le clou du Kispoum est le rituel de la libation, une purification symbolique des morts célébrée par le prêtre. Une main en or sert d'objet de culte. Elle tient une coupe remplie d'eau bénite. Le sage homme s'approche ainsi des ossements des ancêtres. Après l'appel des dieux, il verse le précieux liquide sur les os pour le salut de la dynastie régnante. Le tombeau inviolé de Qatna est une aubaine pour les archéologues. C'est une mine d'informations sur une civilisation ancienne au fait de sa puissance. Peu de temps après, elle sera vouée à disparaître. Dans le corridor qui relie le palais à la chambre funéraire, de nombreuses traces évoquent le terrible destin de la cité-État. Tels des plaies qui ne se referment jamais, les murs de glaise témoignent d'événements qui se sont déroulés ici, à la fin du XIVe siècle avant Jésus-Christ. Des armées étrangères envahissent le pays. En tête, les Égyptiens, les anciens partenaires commerciaux. Aménophis II est le dernier des 4 souverains à envoyer ses troupes en Syrie. Sur les murs du temple de Karnak, des représentations célèbrent la victoire des pharaons sur les Asiatiques, non nommés aux riches voisins du pays du Nil. Un triomphe sans précédent. Une stèle immortalise le discours d'Aménophis. À proximité de la ville de Qatna, j'ai traversé le fleuve Oronte, où j'ai été attaqué par des soldats. Mais j'ai tué de mes propres mains le chef des troupes de Qatna. Le document n'en dit pas plus. La grande campagne du pharaon n'était peut-être qu'une escarmouche.
Il faut être très vigilant car en fait de victoire, il s'agissait souvent d'une campagne de propagande destinée au peuple soumis. La victoire n'avait jamais eu lieu. C'était un produit de l'imagination, une opération de propagande justement. Quoi qu'il en soit, les Égyptiens n'ont pas provoqué la chute de Qatna. Depuis longtemps, Richter a suivi une autre piste, les tablettes d'argile d'Idanda. Elles renferment la clé de l'énigme. La traduction des passages obscurs en hourite a été laborieuse. Mais à présent, le philologue les a tous déchiffrés. Idanda a reçu une série de lettres. Des princes voisins mettent en garde le souverain contre l'ennemi. La vie d'Idanda est en grand danger. Commence à craindre pour ta tête, dit-on. Les chars du pays Hatti sont arrivés. Il s'agit des Hittites et de leur général Anouti, qui marche sur les villes syriennes avec ses soldats. Originaires du nord de la mer Noire, les Hittites soumettent d'abord l'Asie mineure. Au XVIe siècle avant Jésus-Christ, ils fondent leur capitale Hattusa, située dans l'actuelle Anatolie. Pendant de nombreuses générations, le peuple guerrier y vivra derrière de solides murailles. Situés sur un plateau, leur somptueuse cité est quasiment imprenable. Les envahisseurs font trembler l'ennemi, car ils se battent avec une toute nouvelle arme. Les lames de leurs épées sont en fer, et donc plus dures que les armes habituelles en bronze. Ainsi équipé, le général Anouti avance avec des milliers de soldats vers les régions riches du sud. Les royaumes syriens tombent un à un aux mains des Hittites. Qatna est la dernière ville qui résiste farouchement à l'ennemi. Et ce n'est pas tout. Le roi Idanda transmet l'ordre d'armer ses troupes. Pour ces forgerons, c'est une tâche surhumaine. Ils travaillent d'arrache-pied. À la nouvelle lune, le souverain demande conseil aux anciens, se battre ou abandonner. Mais les dieux n'ont aucune pitié. Le destin se retourne contre lui. Il ne peut plus empêcher la chute de la ville. Les troupes d'Anouti envahissent et incendient la riche Qatna, comme l'attestent les documents historiques. Pour les intrus, cette victoire est l'accomplissement d'un vieux rêve, dominer un grand royaume. Les habitants de Qatna, eux, sont perdus. Pourtant, après la bataille, un messager parvient jusqu'en Égypte. Akhenaton doit les aider. Mais il est trop tard. En 1340 avant Jésus-Christ, Qatna est réduite en cendres. Il faudra attendre 4000 ans pour que la métropole fasse de nouveau parler d'elle. Elle réserve une surprise au monde entier. Une fois encore, des étrangers arrivent dans le pays, mais cette fois au service de la science. Leur but est de donner un nouvel éclat à Qatna, la cité légendaire. La découverte des tombes royales inviolées, les tablettes d'argile et la reconstitution du somptueux palais sont autant d'étapes décisives pour conserver l'héritage d'une grande civilisation ancienne.